Jean-Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors pour votre carte blanche ce matin, vous souhaitez revenir sur la question du rapport à l'Europe qui risque de prendre une grande place pendant les législatives. Oui, car depuis quelques semaines et plus encore depuis quelques jours, on accuse Jean-Luc Mélenchon et ceux qui le suivent de vouloir rompre avec l'Europe. Oui, Jean-Luc Bourlange à l'instant. Absolument, c'est même le principal reproche qu'on lui fait. Alors on faisait de même, soit dit en passant, lorsqu'il s'agissait de faire le procès de Marine Le Pen, accusée de fomenter un Frexit caché, même si elle s'en défendait, en rappelant qu'elle voulait simplement s'assurer du primat du droit national sur le droit européen. Clarifions vite les termes de ce procès. Jean-Luc Mélenchon doit-il plaider coupable? Car il entend en effet désobéir aux traités et à l'Union européenne lorsque la chose est nécessaire pour appliquer sa politique. On lui demande alors, voulez-vous sortir de l'Europe? Il répond non. Alors, que comprendre? Jean-Luc Mélenchon ment-il ou la question qu'on lui pose est-elle mal formulée? Alors, clarifiez-nous tout ça, Mathieu. Alors, qu'entend-on par sortir de l'Europe? Telle est la question. S'agit-il de sortir de l'Union européenne? Pas vraiment. S'agit-il de sortir de l'euro? Pas vraiment non plus. Dès lors, on comprend peut-être mieux l'accusation. Pour ces idéologues les plus enthousiastes, pour qui l'Europe n'est jamais assez intégrée, sortir de l'Union européenne ne veut pas dire sortir de l'Union européenne, mais ne pas embrasser systématiquement chaque nouvelle étape de sa construction et confesser quelques réserves sur son évolution. Pour eux, la construction européenne est un processus qui jamais ne doit s'arrêter. Et le jour où viendra le saut fédéral auquel ils rêvent, il suffira de le refuser pour devenir anti-européen. De ce point de vue, l'européisme est un authentique progressisme. C'est une idéologie en mouvement qui ne peut s'arrêter, qui est toujours engagée dans une prochaine étape et qui croit se trahir si elle se fige. À ce problème s'en ajoute un autre. Car l'européisme n'entend pas simplement constituer politiquement la civilisation européenne sous la forme d'un empire disant plus ou moins son nom, permettant au vieux continent de tenir son rang au XXIe siècle. Il s'agit aussi d'un modèle de société, comme on le voit avec la définition farfelue de l'état de droit qu'il met de l'avant et qui sert dans les faits à imposer une vision multiculturaliste de l'Europe, au nom de laquelle on cherche aussi à détruire les identités traditionnelles au nom de la théorie du genre. Il suffit de se rappeler le petit lexique du vocabulaire inclusif proposé fin 2021 par Helena Dalli, la commissaire à l'inclusion de l'Union européenne, qui entendait effacer le mot Noël et gommer les références aux racines chrétiennes de l'Europe au nom de la diversité et de l'inclusion. N'oublions pas non plus les autres instances européennes qui n'en finissent plus de faire la promotion du voile islamique. Les nations d'Europe de l'Est se révoltent par ailleurs contre ce matraquage idéologique. Et pourtant, elles se veulent ardemment européennes et se croient même de temps en temps dépositaires de cette civilisation reniée par les élites européistes de l'Ouest. La bureaucratie impériale de Bruxelles mérite-t-elle vraiment qu'on s'agenouille devant elle? Faut-il aussi le reconnaître un monopole sur la définition de l'état de droit? Et dès lors, une question simple s'impose. L'Union européenne se construit-elle à certains égards en déconstruisant la civilisation européenne? Dès lors, disent les malins, pour être fidèle à l'Europe, ne faut-il pas de temps en temps désobéir à ceux qui la trahissent? Bon, j'en comprends que vous êtes pour une fois un peu d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et sensible au charme de la désobéissance européenne. J'en comprends que vous me comprenez bien, cher Dimitri. Sur la question, il y a deux désobéissances possibles. Celle de la gauche, qui entend se soustraire au moins partiellement au traité pour imposer un modèle de société qui marque d'une manière ou d'une autre sa rupture avec le libre-échangisme mondialisé. Celle de la droite, qui entend se soustraire au traité pour lutter contre l'immigration massive et une conception de la lutte contre les discriminations qui sacralise dans les faits un multiculturalisme complaisant envers un islamisme conquérant. Il ne s'agit pas alors de vouloir anéantir les traités, mais de considérer que s'ils enserrent exagérément les nations, libres à chacune de restaurer sa souveraineté sans laquelle son identité s'automutilera. On appelle cela une politique du rapport de force, pour rappeler à l'ordre de la technocratie européenne, en rappelant que les traités doivent s'adapter aux nations et non pas les nations aux traités. Il s'agit en fait de les relativiser, en rappelant que les nations sont des réalités fondamentales, que la civilisation européenne en est une aussi, mais que la construction technocratique qui a pris le nom d'Europe n'en est pas une. J'ai un nom pour cette approche. Il est sorti tout droit de l'histoire de France. Il vous semblera original, peut-être audacieux ou peut-être banal. On ne sait plus dans notre époque qui marche sur la tête. Le nom de cette approche, je vous le donne en mille. C'est le gaullisme. Oui, mais le vrai, pas le simili-gaullisme en carton-pâte dont se réclament ceux qui font semblant de vénérer le général sans en avoir lu une ligne. Mais nous le savons, le général de Gaulle, s'il revenait parmi nous aujourd'hui, se ferait traiter de tous les noms. On l'accuserait d'être factieux, anti-européen, nationaliste et pire encore. Peut-être est-ce pour cela que sur cette question très particulière, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'en sont pas les plus infidèles héritiers. Comme quoi, effectivement, des fois, nous avons des surprises. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.